L'État du Mali a-t-il les moyens de faire plier la multinationale Barrick Gold? Vous savez certainement, si vous suivez l'actualité économique malienne, l'État du Mali a saisi des centaines de tonnes d'or dans l'usine de Barrick Gold à Loulo-Gounkoto. Et suite à cela, la multinationale a purement et simplement décidé d'arrêter ses activités. Ceci entraîne la mise au chômage de près de 8000 Maliens. Quels sont les enjeux et les conséquences de cet affrontement entre l'État du Mali et Barrick Gold? L'État du Mali pourra-t-il faire plier la multinationale canadienne? Dans cette vidéo, nous allons regarder de près la situation, l'analyser et se poser la question de la force du poids des multinationales dans le monde entier et encore plus particulièrement dans des économies faibles et fragiles comme les pays africains. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV berline en fonction de votre budget. D'ailleurs, il y a une promotion en ce moment, n'hésitez pas à nous contacter pour en bénéficier. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison pour vous, pour votre famille ou alors comme un investissement, sachez que nous construisons des maisons à Bingerville qui sont disponibles pour vous. Vous pouvez les visiter à tout moment et nous avons des maisons qui commencent à partir de 42 millions de francs CFA en gros œuvre. N'hésitez donc pas à nous contacter parce que désormais vous avez la possibilité d'échelonner les paiements sur 2 ans. Et puis 2 annonces pour terminer. Si vous êtes au Sénégal, n'oubliez pas qu'on a notre formation le 8 février à l'hôtel Azalaï. Donc pour réserver votre place, vous avez un numéro de téléphone. Le thème il est simple, il est concret. 3 business qui vous permettent de générer 2 millions de francs CFA par mois depuis le Sénégal. Et pour les amis qui êtes passionnés d'agriculture et d'industrie, je vous invite à venir avec moi au Cameroun pour un voyage business du 17 au 21 février, au cours duquel nous allons avoir une immersion d'abord dans des fermes agricoles pour que vous voyez comment ça marche dans le quotidien et ensuite dans les usines de mon mentor Bertin Tchofo pour que vous puissiez là aussi voir comment la transformation des matières premières est faite directement en usine. Vous avez un numéro de téléphone et un lien dans la barre de description pour réserver votre place. Alors, je veux revenir aujourd'hui sur le conflit ouvert désormais qui oppose l'État du Mali à la multinationale Barrick Gold. Pour rappel des faits, le Mali a institué depuis à peu près 2 ans maintenant un nouveau code minier qui est supposé régir désormais la manière de travailler dans le pays. Il n'y a pas que le Mali, plusieurs autres pays, tels la RDC par exemple, ont revu leur code minier parce que bien évidemment, ils estimaient que leurs États étaient lésés dans l'ancien code minier. Et donc, suite au nouveau code minier, l'État du Mali a demandé à toutes les entreprises qui opèrent dans le secteur de se conformer à ce nouveau code minier. Ce qu'elles ont toutes fait avec plus ou moins de réticence jusqu'au cas Barrick Gold. Barrick Gold, de ce que l'on a eu comme premier retour, avait une entente avec le gouvernement, reconnaissant donc de fait les dettes que le gouvernement lui réclamait. Précision, Barrick Gold travaille au Mali depuis plus de 30 ans. C'est l'un des leaders mondiaux dans la production d'or et emploie plus de 8000 personnes au Mali. C'est donc un géant. C'est le genre d'entreprise qui pèse suffisamment dans l'économie pour pouvoir être à l'origine de mouvements sociaux. Il faut se dire très clairement les choses. Barrick Gold donc aurait eu une entente avec le gouvernement du Mali, mais pour des raisons qui ne sont pas connues, parce que pour le coup, jusqu'à présent, le gouvernement du Mali n'a pas communiqué dessus, peut-être qu'ils le feront par la suite. Eh bien, le gouvernement du Mali a décidé donc de durcir sa position vis-à-vis de Barrick Gold. Est-ce que ces derniers n'ont pas tenu leurs engagements? Est-ce que ces derniers ont probablement fait quelque chose qui laissait à désirer? Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi les autorités du Mali vont du jour au lendemain décider de changer leur position vis-à-vis d'une seule entreprise, alors même que le gouvernement du Mali sait bien quel est le poids de cette entreprise dans l'économie. Dans tous les cas, il y a eu donc une montée en pression de la part du gouvernement du Mali qui a décidé d'exiger de la part de Barrick Gold les fonds qui devaient lui être reversés. Et quand, bien évidemment, ces fonds n'ont pas été reversés, le gouvernement du Mali a décidé de mettre plusieurs hauts dirigeants de Barrick Gold en prison. Et à la suite de cela, a même émis un mandat d'arrêt international contre le PDG de Barrick Gold, M. Bristow, qui devait venir au Mali et qui, au dernier moment, a refusé de venir. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que le gouvernement du Mali avait mis en prison d'autres dirigeants qui étaient venus pour négocier avec le gouvernement du Mali. Et d'ailleurs, cette manière de faire avait certainement inquiété le dirigeant de Barrick Gold
qui a décidé de ne pas venir parce qu'il ne voulait probablement pas être arrêté. Suite donc au refus du dirigeant de venir sur place, un mandat d'arrêt international a été émis et surtout, le Mali est allé encore plus loin en allant saisir des lingots d'or directement dans l'usine, à Loulo-Gonkoto notamment. On parle ici d'une valeur saisie de près de 250 millions de dollars. Ce sont des chiffres que j'ai lus dans la presse malienne. Il se trouve que dans la même presse malienne, on dit que l'État du Mali demanderait plusieurs milliers de dollars à l'entreprise Barrick Gold. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui donc, la situation elle est là. D'une part, l'État du Mali a saisi l'or qu'il a mis dans une banque. Il faut le préciser, l'État du Mali n'a pas vendu cet or, il a saisi cet or simplement. Et d'autre part, on a en face l'entreprise qui a décidé de mettre un terme à ses activités. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que du jour au lendemain, suite à cette saisie d'or, l'entreprise a décidé d'arrêter de travailler. Pourquoi l'entreprise a arrêté de travailler? Parce qu'en fait, elle a juste fait un constat simple, c'est que suite au conflit qu'il oppose à l'État du Mali, la production d'or qu'elle peut faire ne peut plus sortir du pays. Donc, l'entreprise produit de l'or, mais comme il y a un litige avec l'État, elle n'est plus autorisée à vendre cet or-là. Et donc, de fait, l'entreprise a dit, mais à quoi ça sert donc de produire de l'or si on ne peut pas le vendre? On paye du personnel, on a énormément de charges, mais on ne peut pas faire rentrer de l'argent, on arrête. Et donc, quand l'or a été saisi, eh bien évidemment, l'entreprise a décidé, là, sur cette base-là, de simplement arrêter ses activités. Et maintenant, je voudrais qu'on se pose donc une question. Est-ce que la décision de récupérer cet or-là était une décision stratégique? Est-ce qu'elle était nécessaire? Et surtout, quelles sont les conséquences pour l'État malien? Est-ce que l'État malien a prévu ce qu'il faut pour éviter que cette situation ne dégénère en crise sociale? Il faut le rappeler, l'une des grosses faiblesses, mais vraiment l'une des grosses faiblesses des économies africaines, c'est qu'elles sont dominées par des multinationales étrangères. Et il n'y a malheureusement quasiment qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Quand vous prenez les économies des pays modernes, ou même en développement, vous verrez bien que les top players dans l'économie sont des nationaux. Quand vous prenez la France, vous prenez les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, prenez les pays que vous voulez. Vous verrez que les plus grandes entreprises du pays sont des entreprises locales, détenues par des locaux. Or, en Afrique, on assiste à quelque chose d'assez particulier. Les plus grosses entreprises dans les pays africains, ce sont des multinationales. Ce qui veut donc dire que ces multinationales ont un poids énormissime dans les discussions. Il faut bien prendre conscience que quand l'État du Mali décide d'entrer en bras de fer avec une multinationale comme Barrick Gold, elle prend un risque énorme. Le risque, c'est d'avoir une crise sociale. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que des gens qui se retrouvent lésés, sans aucun revenu, parce qu'il faut le dire, dans nos pays en général, l'État n'est pas là pour pouvoir vous indemniser quand vous êtes au chômage ou ce genre de choses. Vous comptez essentiellement sur vous-même ou sur votre travail. Quand vous vous retrouvez donc à perdre votre revenu, et que ceci concerne des milliers de personnes, bien évidemment, ça peut avoir un impact rapidement sur le côté social dans le pays. Parce qu'il faut bien le dire, derrière un travailleur dans nos pays, il y a plusieurs personnes que ce salaire-là nourrit. Et donc, si une entreprise parvient à employer des milliers de personnes, comme c'est le cas de Barrick Gold au Mali, elle pèse forcément sur l'économie. Voilà pourquoi l'une des premières choses qu'il faut absolument changer dans nos pays, c'est de rendre forts et puissants des hommes d'affaires locaux. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a dans nos pays. Et ça, c'est l'une des attentes aussi qu'on va avoir vis-à-vis de l'AES. C'est bien de vouloir être nationaliste. C'est bien de vouloir que les pays ne soient plus inféodés par des puissances étrangères. Mais pour subsister, pour avoir un modèle viable sur le long terme, il faut créer des champions locaux. On a eu le cas avec le Nigeria, avec Obasanjo, vous vous rappelez certainement, l'ancien président nigérian, qui s'était donné pour mission pendant son mandat, de faire d'au moins 100 Nigérians des multimilliardaires en dollars. Il n'y est pas parvenu avec tous, mais sous son leadership, on a vu des gens comme Aliko Dangote, Tony Elumelu et plein d'autres, Mike Adenuga, exploser. Il a créé des conditions pour que les champions locaux naissent, grandissent et deviennent puissants. Et Aliko Dangote a fait cette remarque en disant que ce qui est difficile dans les pays francophones, d'Afrique francophone, c'est que bien souvent, ces économies ne sont pas gérées par les propres pays. Ce sont en réalité des économies artificielles, dans lesquelles les leaders sont des étrangers, qui pèsent d'un poids très fort sur l'économie et qui impulsent une certaine politique. Voilà pourquoi quand on disait
qu'il faut que la France parte militairement, c'est un volet. Mais l'autre volet qui lui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long, c'est le volet économique. Tant que les multinationales françaises vont être parmi les plus influentes au Mali, tant que les multinationales françaises vont être parmi les plus influentes au Burkina, au Niger, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans les autres pays, il y aura toujours un problème. Ce sera le même problème. C'est que ces multinationales-là pourront entrer en bras de fer, comme c'est le cas maintenant avec Barrick Gold. Ces multinationales pourront décider du jour au lendemain de mettre à terre l'économie, parce qu'il faut le dire. Si Barrick Gold paye normalement ses impôts, c'est l'un des plus gros contributeurs du pays. Vous imaginez, l'un de tes plus gros contributeurs décide de ne plus te payer. L'un de tes plus gros fournisseurs d'argent, parce que l'État vit des impôts et des taxes, l'un de tes plus gros fournisseurs d'impôts et de taxes décide de ne plus te payer. Tu fais comment? Pire, s'ils sont plusieurs à s'entendre, parce que les multinationales vont se battre pour leurs intérêts, ils ne sont pas locaux. Donc pour eux, ils veulent faire du business et rapatrier les bénéfices, puisque nos États permettent le rapatriement des bénéfices. Comment ça va donc se passer? Si vous êtes une entreprise, que vous faites du business, vous faites du bénéfice dans des pays africains, comment ça va se passer pour vous après? Vous voyez ce que je veux dire? Le problème des multinationales dans nos pays, ce n'est pas qu'il y ait des multinationales. Les multinationales sont puissantes et influencent le monde entier. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai souvent dit, quand on m'a dit « mais tu n'as pas d'ambition présidentielle », j'ai toujours dit non. Ceux qui dirigent le monde, ce n'est pas les présidents. Si vous pensez que ce sont les présidents qui dirigent le monde, à mon avis, vous avez une lecture ancienne. Aujourd'hui, ceux qui dirigent le monde, ce sont les patrons de grosses boîtes. Oui, vous avez vu des gens comme Mark Zuckerberg aller répondre devant le Congrès américain parce qu'il a démontré qu'il avait la capacité, au travers de Facebook, de changer la vie des millions d'Américains et de milliards de personnes dans le monde entier. Pour rester d'ailleurs sur Facebook, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait des années que l'État français, par exemple, est en bisbille avec cette entreprise pour le paiement des impôts. Facebook est parvenu à créer des mécanismes qui font qu'il paye très peu d'impôts à l'étranger. Et du coup, un pays comme la France, dans lequel Facebook est pourtant très présent, avec des dizaines de millions d'abonnés, eh bien, Facebook parvient quand même à payer des miettes en termes d'impôts. Et un État comme la France, qui est quand même beaucoup plus équipé en termes fiscaux, en termes de traque fiscale, beaucoup plus équipé que les pays africains, ne parvient pas, jusqu'à présent, à récupérer tout ce qu'il faut chez Facebook. Donc, c'est vous dire que le problème des multinationales qui sont devenues très puissantes dans le monde entier, ce n'est pas qu'un problème africain. Les multinationales sont puissantes partout dans le monde. Et quand elles tombent donc sur un État qui, en plus, est faible, qui, en plus, n'a pas techniquement sur place les moyens de le traquer, eh bien évidemment, c'est bingo. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque année, l'évasion fiscale en Afrique fait perdre plus de 60 milliards de dollars au continent africain. Oui, vous avez bien entendu, 60 milliards de dollars. C'est le PIB de beaucoup de pays. 60 milliards de dollars, voilà ce que l'Afrique perd chaque année en évasion fiscale de la part des multinationales. Donc, on est quand même là face à des mammouths, des géants, des costauds qui ont une batterie d'avocats, une batterie de moyens, une batterie de techniciens, de technocrates qui sont prêts à travailler pour eux, pour les aider à ne pas payer d'impôts ou à établir des mécanismes avec lesquels ils vont pouvoir s'évader. Donc, quand un État comme le Mali donc, décide de s'attaquer à une multinationale comme Barrick Gold, c'est beaucoup de courage. C'est beaucoup de courage, mais ça peut avoir de grosses répercussions. Et comme je disais tout à l'heure, on peut, sur Internet, rapidement prendre des positions dans lesquelles on va bien évidemment encourager l'État malien simplement à y aller. Mais je pense qu'il faut quand même aussi se poser la question des conséquences. Quand on a 8000 personnes qui sont potentiellement au chômage, qu'est-ce qu'on leur propose? Ça, bien évidemment, nous ne savons rien. Nous ne connaissons pas la stratégie du gouvernement malien pour le moment et j'ose espérer qu'il y en a une. Est-ce que le gouvernement malien est en train de chercher un repreneur pour remplacer Barrick Gold? Si oui, qui va accepter de venir jouer ce rôle? Parce qu'il faut bien se dire que maintenant que le cas Barrick Gold est connu internationalement, il faut se dire que beaucoup d'investisseurs doivent certainement réfléchir à deux reprises avant de venir s'installer au Mali. Ils doivent certainement se dire, ah, si je suis en mésentente avec le gouvernement malien, à tout moment, je peux me retrouver en prison. À tout moment, les activités peuvent être saisies par des gendarmes, par des militaires, ainsi de suite. Donc forcément, ça va faire réfléchir un certain nombre d'entreprises. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va tourner le dos? Pas forcément. Il y a d'autres entreprises qui peuvent le faire. Mais regardez un tout petit peu vous-même pour que vous voyez la différence fondamentale dans ce genre de cas. On a eu le même cas de figure en Russie. Vous savez, quand le conflit entre la Russie et l'Ukraine a explosé, beaucoup d'entreprises
américaines, européennes ont décidé de boycotter la Russie du jour au lendemain, de fermer leurs portes et de partir. C'était un moyen de mettre une pression incroyable sur le gouvernement russe. On est d'accord? Beaucoup d'entreprises ont fermé et ont dit non, on quitte la Russie, ce n'est plus un pays dans lequel on veut travailler, on va faire du business ailleurs. Ok, d'accord. Qu'a fait l'État russe? L'État russe a nationalisé ses compagnies très rapidement. Ou alors les a vendues à des acteurs industriels russes. Donc là où hier il y avait une enseigne McDonald's, le lendemain on est arrivé, il y avait une enseigne russe avec un autre nom. Et le même personnel est resté, ils ont continué de travailler. Donc voilà comment des multinationales ont perdu face à la Russie, parce que sur place, il y avait un tissu économique local fort. Et la Russie a repris derrière les activités. D'ailleurs, les chiffres économiques de la Russie ont fait démentir tous ceux qui pensaient que l'économie russe allait s'effondrer. Mais est-ce que c'est le cas pour le Mali? Il faut dire que depuis que les nouvelles autorités sont là, elles ont mis dehors beaucoup de personnes. La MINUSMA, elles ont mis dehors pas mal d'ONG. Maintenant, c'est Barrick Gold. Donc, ça commence à faire beaucoup de personnes qui sont au chômage. Qu'est-ce qui est prévu derrière? Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'on est juste dans le bras de fer en attendant que l'une des parties cède? Je pense que les autorités maliennes ne céderont probablement pas. Mais Barrick Gold, qui mine de rien, même si les autorités, même si le personnel ne travaille plus, c'est quand même un investissement qui est immobilisé. La mine concernée est quand même l'une des plus grandes au monde. Donc on parle quand même d'un gros investissement pour Barrick Gold. Est-ce qu'ils vont accepter que cette situation perdure dans le temps? Va savoir. Une entreprise comme Barrick Gold a forcément des investisseurs. Est-ce que les investisseurs vont accepter longtemps que cette situation perdure ou alors ils vont céder et revenir à la table des négociations? On est vraiment dans un cas dans lequel les deux parties ont beaucoup à perdre. Vraiment, beaucoup à perdre. Et ceci me laisse penser que cette situation de statu quo ne va pas rester inchangée pendant longtemps. Qui va céder? Bien évidemment, on le saura très prochainement. Mais je tenais quand même à le rappeler. Ce genre d'actes sont des actes hyper courageux et qui demandent par contre aux populations de payer un prix fort. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand les populations vont accepter de payer le prix? Jusqu'où peuvent-elles aller? Qu'est-ce que le gouvernement malien a prévu en face? Autant de questions qui pour le moment n'ont pas de réponse. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires là-dessus pour voir quelle est votre analyse de la situation. À très bientôt.